pouvoir être libre envers mes clients et pas avoir entre guillemets le cul entre deux chaises. Le futur projet, c'est d'apprendre aux gens à pêcher au lieu de leur donner le poisson, parce qu'en tant que courtier, on récolte les pièces, on signe le mandat, on représente les clients et on vient les revoir avec ce qu'on a obtenu. Et l'objectif, c'est de leur apprendre à gérer eux-mêmes et à faire mieux qu'un courtier. On prend les gros courtiers, ils seront payés d'un côté par le client et aussi par la banque. J'avais deux types de clients. Déjà, le premier client, c'est celui qui est déjà allé voir sa banque a refusé, donc lui sa priorité c'est d'avoir le crédit, peu importe avec qui. Et tu as le dossier où tous les voyants sont verts, taux d'endettement, pas de commission d'intervention, pas de casino, pas de PMU, voilà, le dossier est nickel. Et bah, ces clients-là, bah, c'était l'autoroute vers le ping-pong du courtier. Bonjour les amis, nouvel épisode peut-être numéro 7. On n'arrive plus à compter. On est sur un train hyper rapide. Ouais. Aujourd'hui on se retrouve à deux. Et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé à deux. Ouais, comme dans les premiers jours. Et je pense que c'est une vidéo incontournable. Parce qu'il y a pas mal de révélations que tu vas nous faire aujourd'hui. Je vais essayer. Des choses que tu as toi identifiées pendant ces 4-5 années d'expérience dans ton métier de courtage. Une introspection. Il y a une annonce aussi qui va être faite aux auditeurs par rapport au travail que toi tu veux mener dans le futur. Et on va essayer de décortiquer ça encore aujourd'hui. Yes. Et on essaiera aussi d'apporter certains questionnements, parce que je pense qu'il y a des questionnements autour du courtage, autour du fonctionnement du crédit, qui peut être donné, apporté aux auditeurs, parce que je pense que c'est hyper intéressant. On en parlait en off juste avant, et il y avait vraiment des économies très intéressantes à faire sur des informations qui sont... Des détails, mais qui font toute la diff, quoi. Ouais, parce que quand on cumule sur plusieurs années, ça peut être des économies dépassant 5, 10, 15 000 euros. 30 000 euros. Et en plus, les actions ne sont pas difficiles à faire. Hein. Ouais, bah oui, c'est un peu de temps, un peu de savoir et du passage à l'action. Ouais, surtout, c'est surtout du savoir. Donc, du coup, aujourd'hui, tu as une annonce à nous faire, c'est que le courtage... Stop. T'arrêtes le courtage. Ouais. Et après, c'est 4 ans que tu as passé en courtage. Janvier 2020, ouais, c'est ça, un peu plus de 4 ans. Et t'en tires quoi de ces 4 années de courtage? Une grosse aventure. Au début, quand j'ai voulu me lancer dans le courtage, tu sais, la maladie, etc., je me suis dit, j'arrête le salariat et je veux être vraiment du côté des clients, les aider réellement. Parce qu'avant, quand je travaillais en banque, en assurance, on vendait les produits de la banque et de l'assurance, même si ce n'étaient pas les meilleurs. Donc je me suis dit, le courtage, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, pour aider les gens. Et donc je suis allé au salon du courtage, je me suis renseigné, comme quand on lance un nouveau projet, on ingurgite. Et beaucoup me disaient que se lancer en tant qu'indépendant, c'est compliqué, parce qu'il y a des gros sur le marché, même des très gros. Et les banques ne travaillent pas avec les petits courtiers indépendants. Je me suis dit, c'est pas grave, moi je veux conserver ma liberté. Je ne veux pas faire ce que la franchise me dit de faire, et je veux pouvoir être libre envers mes clients et pas avoir entre guillemets le cul entre deux chaises. Alors, si tu compares aujourd'hui, est-ce que tu regrettes ce choix? Non. Ou pas du tout? Non. Après, ça m'a permis de voir beaucoup de choses, ne serait-ce que prospecter les banques. Aller essayer de créer un partenariat, j'en ai créé des partenariats, j'ai vu dans les coulisses comment ça se passe, ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, voilà, le futur projet, c'est d'apprendre aux gens à pêcher au lieu de leur donner le poisson, parce qu'en tant que courtier, on récolte les pièces, on signe le mandat, on représente les clients et on vient les revoir avec ce qu'on a obtenu. Et l'objectif, c'est de leur apprendre à gérer eux-mêmes et à faire mieux qu'un courtier. Ok. Et c'est quoi alors pour toi la grosse différence entre un courtier en fait indépendant? Je pense qu'il y a plus de travail à faire, je crois, plus de contact à nouer avec les banques qu'un courtier qui est déjà franchisé comme meilleurtaux.com ou financemoi.com. CAFPI pour les citer. Et CAFPI aussi. Il y en a pas mal, ouais. Et donc du coup, c'est quoi tu penses le travail supplémentaire que toi tu dois fournir? Moi, je dirais j'étais l'artisan du crédit. Je travaillais que en local avec les directeurs d'agence directement. L'inconvénient pour moi, mais l'avantage pour les clients, c'était que j'étais pas payé par les banques. Donc je représentais vraiment les clients, parce que tu prends les gros courtiers, ils seront payés d'un côté par le client et aussi
par la banque. Parce qu'ils sont apporteurs d'affaires pour la banque. Exactement. Et le client paye un service de courtage. Exactement. Donc vous avez double rémunération. Double rémunération. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Là, on en parlera, mais sur le groupe d'Alec Henry, j'en ai parlé. Il y en a plein, ils me disent « Ah, je ne savais pas, je vais regarder, etc. » Et normalement, après, je pense qu'ils ne le font pas tous, à la fin de la mission, tu fais signer une confirmation de mandat et tu dois mettre ce que tu touches par la banque et par le client. Et peut-être que le courtier en question ne l'avait pas fait, quoi. C'est pour ça que ça rend peut-être difficile le fait de pénétrer le marché du courtage, parce que peut-être que les banques vont privilégier leur partenariat, eux, avec les grosses sociétés de courtage, et vous êtes un peu en difficulté. Voilà, c'est ça. Alors après, la différence avec l'indépendant, c'est que quand tu signes ce qu'on appelle une convention de partenariat avec une banque, tu as des critères à respecter, des ratios. T'envoies, je dis une connerie, 100 dossiers, il faut que 60 concrétisent, tu vois. Nous, notre cible, c'est les CSP+, ça. C'est pas la peine de m'envoyer ce type de dossier. Nous, la contrepartie, c'est qu'on garde l'assurance emprunteur. Tu vois, il y avait plein de contreparties et quand j'ai vu ce que je faisais en tant qu'indépendant et les économies réalisées par mes clients, ça n'avait rien à voir, quoi. Tu vois, le taux nominal était plus cher, obligé de garder l'assurance emprunteur et tu vois, on en a parlé, on fait des économies de dingue et toi-même tu l'as fait avec moi, tu as vu les économies que tu as fait, les frais de dossier des fois plus chers. Donc tout était, tu faisais juste gagner du temps au client, pas forcément de l'argent, quoi. D'accord. Et c'est ce que je te disais, est-ce que le client n'est pas capable de le voir qui, en fait, en passant par un courtier, c'est pas si avantageux que ça? C'est un monde opaque, voilà, tout ce qui est finance, tout ce qui est gestion budgétaire, en France on en parle très peu, voire pas du tout. Et bon, voilà, moi mon souhait c'est de démocratiser ça avec des mots simples, comprendre comment fonctionne le crédit et tout ce qui est autour. Moi j'ai une théorie, mais tu vas me dire si c'est vrai ou pas. C'est que par exemple, tu vas voir ta banque initiale que tu as depuis 4-5 ans, ils vont te proposer un taux, je sais pas, on va dire 4,5%, et vu que l'autre banque va directement essayer de t'avoir en tant que client, il va automatiquement baisser son taux. Et en fait, c'est aussi peut-être ça qui fait que tu peux avoir ton prêt beaucoup plus facilement à un taux plus négocié, parce que ton taux que tu avais négocié avec la première banque et ta banque d'origine était haut. Donc en fait, pour l'acquisition client, ils vont baisser ton taux. Et c'est peut-être pour ça que le courtage fonctionne peut-être par soi-même. C'est ça. En fait, j'avais deux types de clients. Déjà, le premier client, c'est celui qui est déjà allé voir sa banque a refusé. Donc lui, sa priorité, c'est d'avoir le crédit, peu importe avec qui. Donc c'est d'avoir le crédit. Je sais que moi, j'ai des clients qui étaient allés voir d'autres courtiers classiques. Ils sont venus me voir, moi j'ai réussi à obtenir le crédit parce que j'ai des contacts directs, ça passe pas par le siège social, etc. Et certaines banques, les directeurs d'agence sont les décisionnaires, ça passe pas par le centre financier. Donc ça c'est je dirais le profil à risque des clients. Donc des fois le taux était un peu plus élevé, mais ils réalisaient leurs rêves, super contents, merci, tu as réussi à obtenir le crédit. Et tu as le dossier où tous les voyants sont verts. Taux d'endettement, pas de commission d'intervention, pas de casino, pas de PMU, voilà, le dossier est nickel. Et ces clients-là, c'était l'autoroute vers le ping-pong du courtier. Donc je leur demandais d'aller voir leur banque, faire une première simulation. Bien souvent, ta propre banque ne va pas te faire la meilleure simulation parce que tu es déjà client. Et les banques, voilà, c'est des commerçants, c'est des commerciales. Et eux, leur but, c'est de capter des nouveaux clients. Ils ont des objectifs sur ça. Voilà. Donc, et ils font des offres plus agressives que quand tu es client. Et ensuite, une fois qu'ils aient la simulation, tu envoies à la banque B. La banque B fait une proposition si elle est plus intéressante. Tu renvoies à la banque, etc. etc. Ouais, c'est plus la mise en concurrence sur le deuxième cas. Voilà. Et c'est là où tu as ton effet de levier. Et là, c'est intéressant de passer par un courtier indépendant parce que lui, il va t'accompagner pour que tu aies le meilleur taux. Voilà, c'est ça. Et après, voilà, il faut être un peu rusé et malin. Ne pas forcément parler de l'assurance emprunteur au début. L'objectif, c'est le taux nominal. Le taux nominal, tu peux très rarement le négocier, sauf si les taux y baissent. Là, on est à 4%. Si dans l'année ou l'année d'après, vous avez un delta entre 0,7 et 1 point de différence, là, c'est intéressant de renégocier le taux nominal. Mais le plus intéressant, c'était l'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur, tu peux faire des 50% d'économie juste en la renégociant.
Et il y a une loi qui est sortie, la loi Lemoine. Tu peux prendre une assurance à tout moment auprès d'un assureur indépendant, quoi. Ouais, pour donner mon cas, moi j'étais passé par toi pour Ton assurance emprunteur. oui, pour mon prêt immobilier. Donc on a trouvé une banque au niveau local. C'est ça. On a pris l'assurance emprunteur auprès de la banque. On Voilà. a attendu 1 an. Voilà. On a renégocié, alors c'est toi qui m'as renégocié cette assurance. Et j'ai gagné à peu près 15 € par mois. Mais après, tu as moins gagné que la moyenne parce que c'était du locatif. En résidence principale, tu as l'arrêt de travail, l'invalidité et le décès. Pour un crédit à destination du locatif, tu n'as que le décès. Alors 15 € multiplié par le nombre de mois. C'est toujours ça de prix. Alors je ne sais plus combien j'ai de mois, mais j'avais peut-être 240 mois, un truc comme ça. Tu as pris sur 20 ans, ouais, je crois. 25. 25 ans. Ouais. 25 x 10, 250. 280 x 15 €. On est à plus de 7-8 000 € de gains, quoi. Donc l'économie, c'est énorme. Même si on ne le ressent pas tous les mois, mais cumulé, c'est toujours de l'argent que vous pouvez mettre de côté. Et puis ça fait aussi diminuer son taux d'imposition, son taux d'endettement. Je ne sais pas si ça rentre dedans. Ah bah oui, maintenant l'assurance elle est dedans, c'est 35% assurance incluse. Avant c'était 33% hors assurance. Donc ça revient au même, quoi. Donc du coup, effectivement, c'était plus le taux nominal qu'on a bien négocié, plus les frais de dossier, et plus tu as une caution et pas une hypothèque. Voilà, tout ça fait que tu as des bonnes conditions au bon prix, au prix du marché. Voilà. Et donc, ce que tu t'expliquais, donc pour les résidences principales, il y a un levier qui est encore beaucoup plus important. Et on peut aller jusqu'à 50, 60 € par mois. C'est proportionnel au crédit. Tu as un crédit à 100 000, ça va pas être la même économie qu'un crédit à 500 000, tu vois. Parce que c'est un pourcentage du capital restant dû. Après, on va pas rentrer dans le détail, mais il y a 2 types d'assurances. Il y a les assurances dites constantes, les assurances dégressives. Après, en termes de remboursement et d'indemnisation, tu as 2 types aussi d'assurances. Tu en as au forfait et d'autres indemnitaires. Moi, je préconise celle au forfait parce que quand tu es en arrêt de travail où le risque est là et que l'invalidité ou le décès, ils ne regardent pas si tu perds de l'argent avec ton activité, ils te remboursent direct. D'accord. Au forfait, c'est beaucoup plus intéressant. Ok, très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a des personnes qui ont contracté un crédit via une banque et qui veulent renégocier, est-ce que toi, tu peux le faire? En fait, moi, j'arrête le côté administratif, faire à la place des clients, mais j'ai un partenaire à qui je peux transférer le dossier. C'est un indépendant, c'est un gars que je connais depuis un certain temps. Je lui dis envoyer des dossiers, il est plutôt réactif et bien placé. D'accord, très bien. Donc une chose toujours ils peuvent tenter, mais je vous dis, presque 100% des cas, ils font des réelles économies. Aujourd'hui, en contexte d'inflation, c'est hyper important d'aller chercher ces 30, 40 € qui vont augmenter son budget. Ça permet aussi de financer des frais énergétiques qui ont augmenté dans la maison. Donc, c'est sûr. N'hésitez pas à passer à l'action. C'est pas quelque chose d'hyper dur. On c'est la base de l'investissement, c'est diminuer ses charges pour augmenter son pouvoir d'achat. Éventuellement pour soulever du crédit pour investir et ensuite cash flow, pour investir, pour les personnes qui sont ambitieuses qui veulent investir, mais pour les personnes qui veulent juste économiser, améliorer leur train de vie. C'est ça. C'est hyper intéressant. Donc du coup, courtage 4 ans. Alors d'un point de vue personnel, tu en as tiré quoi comme bénéfice au niveau du courtage? Mais à part cette idée de connexion des réseaux, de rentrer vraiment dans la machine, de savoir ce qui s'est passé, est-ce que d'un point de vue personnel, tu as tiré des choses, des rencontres Oui, des rencontres. On m'a invité au Ritz, on m'a invité à l'hôtel de Paris, l'hôtel de ville de Paris, par des fonds d'investissement. J'ai vu des choses que la majorité des gens ne voient pas. Je suis rentré dans les coulisses, si tu préfères. Ça m'a permis de voir et de comprendre que c'est pas ce qui m'anime, c'est pas dans mes valeurs, tu vois. Comme je t'ai dit, bling bling et aussi l'esprit gagnant-perdant, tu vois. J'ai eu des contacts, je t'ai dit, j'ai passé l'agrément AMF parce que moi ce qui m'intéresse c'est conseiller et aider les gens. Mais toute la méthode est bonne, tout est bon, mais arriver à la solution, c'est pas bon pour le client, tu vois. Trop de frais. Ce qui est préconisé, tu sais qu'un investissement sur 2 n'est pas rentable, notamment avec le Pinel qui n'existe plus aujourd'hui. J'aurais pu me faire des 6% de commission par projet, j'aurais pu gagner beaucoup d'argent, mais je veux pouvoir me regarder dans un miroir et faire ce que je fais pour moi, le préconiser aux autres. Et aussi, moi j'ai une question, est-ce que le fait d'avoir
fait cette activité principale, c'était ton activité principale à la base, hein, tes décourtages. Est-ce que ça t'a aussi ouvert des opportunités sur d'autres types de business? Et si oui, lesquels? Le courtage. Est-ce que ça t'a ouvert sur d'autres pans de l'immobilier que tu n'avais pas, toi, identifié, qui est arrivé grâce au courtage? Bah non, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est les gens que j'ai rencontrés. J'ai vu les primo-accédants où il faut les rassurer, leur expliquer, c'est de la pédagogie. Et j'ai vu des gros gars bien posés où j'ai vu comment ils construisent leur patrimoine. Et je me suis imprégné, j'ai fait pareil, tu vois, à travers des holdings, à travers des SCI, SAS immobilières. J'ai vu des marchands de biens aussi. Je leur ai posé beaucoup de questions. Comment ils ont commencé, comment ils ont débuté. J'ai créé aussi ma société. J'ai vu une dame qui a lancé un business dans tout ce qui est gîte, location courte durée. J'ai vu un gars qui m'a vu sur YouTube qui a élevé une conciergerie. J'ai vu les chiffres et tout ça. C'est là que j'ai créé ma conciergerie et il m'a donné pas mal de conseils. Oui, ça m'a beaucoup apporté d'un point de vue humain et expérience. Donc une activité commerciale peut amener à une autre et permet de tester, diversifier ses revenus. Parce qu'effectivement, le courtage en 2024, il y a des courtiers qui ont moins de portefeuille, moins de clients qu'avant parce que les taux ont augmenté. C'est quoi ta position par rapport à ça et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce marché-là du courtage avec des taux d'intérêt hauts plutôt? Le volume de transactions a baissé, ça c'est indéniable. Après, les gens, ils ne sont pas forcément dans négocier, gagner de l'argent. Ils sont dans leur boulot, ils n'ont pas le temps et ils veulent quelqu'un qui s'en occupe. Peu importe, voilà. Leur objectif primaire, c'est d'obtenir la maison de leur rêve. Voilà. S'ils payent un peu plus cher, ça ne les dérange pas forcément, ils ne prennent pas le temps de se renseigner, etc. Donc voilà ce qui... donc l'idée, ils ne vont pas essayer de maximiser le coût de leur crédit, ils vont juste accéder à la propriété, accéder à la maison, peu importe le prix. Voilà. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'émotions dans l'immobilier, énormément d'émotions, et c'est ce qui est préjudiciable pour beaucoup de monde. Parce que quand on est dans les émotions, on en parlait tout à l'heure du cerveau, etc. C'est le cerveau limbique avec l'amygdale qui prend le dessus et on oublie les côtés négatifs du bien. Alors c'est quoi le côté émotionnel c'est quoi? C'est le fait d'être subjugué par sa résidence principale et de foncer tête baissée sans réfléchir? Ou c'est quoi l'émotion c'est que les gens ils cherchent depuis 1 an, 2 ans, ils ont des critères prédéfinis. Après c'est dur de trouver 100% des critères et là ils trouvent un bien avec 80% de leurs critères, ils sont emballés, ça rentre dans leur budget. Ils regardent le jardin, ils regardent la peinture, ils regardent à peu près ce qu'il y a, mais ils oublient de regarder l'humidité, ils oublient de regarder la charpente, ils oublient de regarder les diagnostics. Et souvent, il y a des travaux à faire. Et mes clients, quand je les appelle après le projet, je leur dis alors comment ça se passe. Souvent, ça on n'avait pas vu, ça on n'avait pas prévu, ça, il y a eu quelques malfaçons, quelques vices. Donc il faut prendre le temps d'être pragmatique, une machine, mettre de côté ses émotions, quitte à y aller avec un artisan, avec quelqu'un de la famille. Et après voilà, pas forcément les primo-accédants, j'en ai vu qui sont pas allés dans leur projet parce qu'un tel a dit ça, mais mieux vaut se rapprocher de professionnels qui s'y connaissent et enlever un maximum de zones d'ombre et de passer à l'action en connaissance de cause. Donc 2024, il y a moins de transactions parce que les taux sont plus importants. D'accord. Mais après, j'incite à passer à l'action, mais il vaut investir que d'attendre, parce que quoi qu'il arrive, si les taux baissent, tu peux le renégocier ton crédit. Tu vois. Et là, les prix sont bas, donc c'est le moment d'acheter pas cher et de renégocier par la suite. Exactement, les taux d'intérêt sont hauts, donc normalement ça fait baisser les prix. Ça fait baisser les prix. Alors du coup, il y a aussi peut-être un décalage entre les prix affichés et les prix où tu peux acheter. Par exemple, justement, ça j'ai envie quand j'ai fait mandataire immobilier, j'ai fait des transactions, j'ai vu comment travaillent les agences immobilières et comment elles font leur étude de marché. Il y a des techniques simples, tu vas sur impôt.gouv, tu descends tout en bas, tu vas dans autres services et là tu arrives sur une page, tu as transactions immobilières. Tu cliques dessus, tu mets l'adresse, tu mets un rayon autour de l'adresse où tu veux voir les dernières transactions sur les 3 dernières années. Donc c'est ça qu'il faut regarder et pas les prix affichés sur le bon coin. Parce que presque la majorité des gens négocient le prix et ce qu'il y a d'affiché, c'est pas le prix de vente. Ah ouais, donc en fait, tu peux savoir suivre l'évolution des prix sur 3 ans grâce à cet outil-là. Voilà, cet outil-là, c'est impôt.gouv. Moi, pour faire mon estimation, après, il y a mon expérience selon les travaux, le quartier, etc. Ça, il faut connaître son marché. Et ensuite, il y a un autre site que j'aimais bien, pas Meilleur Agent, mais Logic Immo, que j'utilisais.
je mettais tous les critères, ça me sortait une fourchette de prix. Et par rapport à ça, et vu que je connais bien le marché à Nevers, je donnais mon estimation. Ok. Voilà. Mais effectivement, c'est intéressant pour voir la façon dont vaguent les prix. Mais effectivement, tu me disais aussi qu'il y a un temps de latence entre l'augmentation des taux d'intérêt et la façon dont ça agit sur le prix. Par exemple, les personnes vont garder peut-être 6 mois, 8 mois, 9 mois leur prix haut et ils vont baisser avec le temps. Au fur et à mesure. Donc du coup, l'information que tu as il y a un an, peut-être qu'elle n'est pas pertinente pour faire ta proposition commerciale quand tu veux négocier. Ouais, et ce qui est bien par rapport à mon second business, c'est que là, j'ai par exemple un bien en gestion en location courte durée. C'est des gens qui ont un second bien qui mettent en vente, où ils habitent. Leur objectif, c'est d'habiter dans l'autre bien, mais tant qu'ils n'ont pas vendu celui-ci, ils veulent pas déménager, tu vois. Ils n'arrivent pas à vendre le bien A, là où ils habitent, donc l'autre, ils l'ont mis en location courte durée, donc je le gère le temps qu'ils vendent l'autre bien. D'accord. Tu vois, donc mes deux activités, elles se marient bien, et pendant que ils essayent de vendre leur bien, ils font de l'argent quand même avec le second bien. Et les gens qui ne sont pas pressés, j'ai eu pas mal de monde qui m'ont donné des biens en location courte durée. D'accord. Et ces personnes-là, à partir de comment elles se disent, oui, là je vais baisser mon bien parce qu'il est trop cher. Est-ce qu'elles peuvent attendre un an à garder le même prix, ou est-ce qu'elles sont tellement attachées, comme tu dis, émotionnellement à l'achat qu'elles ont fait, elles se disent non, je garde un an, quoi qu'il en coûte, je reste comme ça sinon je ne vends pas. Est-ce que les personnes sont dans cette idée-là ou pas du tout? Il n'y a pas de science exacte, chacun a son histoire immobilière. Les personnes que je te dis, c'est des personnes à la retraite, ils ont un certain nombre de biens, ils ne sont pas pressés, ils ont de l'argent, etc. Après, tu as celui qui est pressé. Celui qui est pressé, c'est lui qui va casser les prix, que ce soit divorce, déménagement, que ce soit succession. Ces gens-là, ils sont pressés, donc ils vont casser le prix. Leur objectif, c'est de vendre pour se débarrasser du bien. Donc il n'y a pas de science exacte sur quand est-ce qu'ils vont baisser le prix, à quel moment, etc. C'est propre à chacun en fait. D'accord. Et selon quand est-ce qu'ils ont acheté, est-ce qu'il y a encore un crédit dessus, est-ce qu'ils ont fait des travaux ou pas, il y a plusieurs critères qui rentrent en corrélation. L'évolution du prix dépend un peu de l'histoire de chacun. Voilà, c'est ça. Puis je pense qu'il y a l'effet de marché, c'est-à-dire que par exemple, il y a certains prix qui vont commencer à baisser, donc ces biens-là vont s'acheter et ils vont voir que leur prix est beaucoup trop haut, et l'ajustement se fera peut-être sur plusieurs mois. Parce qu'il y a la comparaison avec les autres biens sur le territoire. C'est ça. Voilà. Après, on voit sur le Bon Coin des prix verts avec la flèche en bas. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vois souvent. Moi, j'ai eu le cas où des biens qui ne se vendaient pas, j'allais voir mon client lui montrant, tu vois. Ça, c'est limite mieux que ton bien et ça se vend moins cher, donc il faut qu'on baisse. Et si le client ne veut pas, il ne veut pas. Bah oui, puis il reste avec son bien. Parce que là aussi, psychologiquement, ils ne sont pas prêts à vendre. Et quand c'est de la RP, de la résidence principale, derrière, il faut qu'ils trouvent quelque chose. Moi, souvent, je leur conseille de d'abord trouver, ensuite lancer la vente de leurs biens et faire une vente en cascade. J'en ai fait plusieurs et ça marche plutôt bien. Le jour de la vente, c'est le jour de l'acquisition de ton futur bien. Ça évite les déménagements, ça évite de prendre un bien en location, etc. Donc toi, ton activité principale où tu as commencé, c'est le courtage. C'est ça. Et après, quelles sont les activités que toi, tu as développées dans tes conseils? Après, l'assurance, c'est venu en même temps. Ensuite, il y a eu les travaux, vu que j'ai travaillé en tant que conseiller commercial dans la rénovation de l'habitat. J'ai commencé dans la maçonnerie, j'ai construit une maison, je rénove mes appartements. J'ai un réseau d'artisans, donc j'accompagnais les gens pour leur donner des contacts, pour négocier, etc. Ensuite, je me suis formé pour... monter en compétence pour être agréé AMF, Autorité des marchés financiers, donc conseiller en investissement financier. J'ai obtenu l'agrément, mais au final je ne suis pas parti là-dedans. Comme je t'ai expliqué, les CGP, c'est plus des vendeurs de produits plutôt que des conseillers. Il y a 80% des CGP qui sont étiquetés avec des produits et 20% vraiment des indépendants au service des clients, quoi. D'accord. Mais pour pouvoir lancer cette activité-là, il y a tellement de règles, d'étapes, etc. Rendez-vous 1, il y a beaucoup de suivi, etc. Au niveau administratif et paperasse, ça me casse la tête. Du coup, je me suis dit, non, je ne vais pas là-dedans, je vais rester dans le coaching, le conseil. D'accord. Donc aujourd'hui, le courtage t'arrête. La partie assurance, travaux,
tu as cité tout de suite. Mm. Est-ce que tu continues ou tu continues Assurance, j'arrête aussi. aussi. Mais j'ai des contacts pour pouvoir faire ce que je faisais. Plutôt alors sur la partie conseil en assurance. Oui, voilà. Tu vois, toujours sur cette idée du conseil, aiguiller les personnes vers les bons produits, ça tu le gardes quand même. C'est ça. J'ai une dame là qui m'a appelé, qui a vu une vidéo sur YouTube parce qu'elle a un sinistre, elle n'arrive pas à être payée. Elle m'a contacté, comment faire, quoi faire. Je lui ai donné 2-3 conseils, médiateur et protection juridique si elle avait, pour pouvoir essayer de faire avancer le dossier. Mais je peux prodiguer des conseils. Mais moi, ce que j'aime, c'est tout ce qui est assurance des personnes, assurance vie. Prévoir l'avenir, préparer la retraite, préparer les études des enfants. Donc là, c'est sur du produit financier. Parce que l'assurance vie, c'est un produit financier. C'est pas une asset d'assurance. C'est un mix des deux, tu vois. Ça assure le conjoint survivant pour éviter tout ce qui est frais de succession, etc. Ça assure aussi, au bout de 8 ans, tes intérêts générés sont nets d'impôts. Il y a juste les prélèvements sociaux. Donc, il y a une période de vie, une période de décès. Et après, ce que tu mets dans l'assurance vie, c'est propre à chacun. Certains, ils font confiance à leur banque, ce qu'il ne faut pas faire. D'autres, ils sont éveillés, ils sont en gestion libre, donc moins de frais, plus de rentabilité. D'accord. Voilà. Parce que c'est vrai que les personnes ont du mal à comprendre la différence entre une assurance habitation et une assurance vie. Parce souvent, je fais beaucoup de pédagogie là-dedans. Ils confondent l'assurance vie, ils pensent que c'est une assurance décès, parce qu'au cas où, si tu décèdes. Assurance décès, ça existe, c'est à fond perdu. Mais ils ne comprennent pas la différence. C'est comme assurer la table pour ton habitation, tu as le sinistre, sinon c'est perdu. C'est un système de mutualisation. C'est ça. Voilà. Alors que l'assurance vie, c'est de l'épargne. Exactement, c'est pour ça que c'est bien de faire la différence entre les deux. C'est l'occasion d'en parler. Et donc après, du coup, travaux, assurance, ça c'est plus sur la partie conseil et pas directement proposer des produits dans ce sens-là. Non, je propose plus de produits, je suis plus dans ce que je t'ai dit, apprendre aux gens à pêcher et leur expliquer avec des mots simples, parce que dans les banques, les assurances, les courtiers, ils complexifient exprès pour faire croire que c'est difficile. Il y a une autre activité aussi dont tu n'as pas parlé, la partie conciergerie. Que tu conserves, donc toi dans ta conciergerie, je pense que tu as des biens qui te sont propres, que tu gères, mais tu gères aussi le bien d'autres clients. C'est ça. Alors sous quelle forme est-ce que tu peux un peu expliquer? Alors mes biens perso, c'est en LMNP, loueur meublé non professionnel. Après j'ai 2 biens en sous-location avec ma conciergerie, donc je loue et sous-loue en Airbnb, et le reste en gestion classique avec un pourcentage de ce que le client encaisse. Là, d'ici quelques jours ou semaines, je vais internaliser tout ce qui est blanchisserie. Donc ma laverie va ouvrir dans un but de réduire les coûts pour augmenter la rentabilité et être propriétaire de mes machines, de mon business, et augmenter la valeur de l'entreprise. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu vas continuer à faire ces activités-là, de développement de ta conciergerie? Oui, ce qui est bien, c'est que je délègue, je vais dire 80-90% de l'activité. Moi, je m'occupe de tout ce qui est gestion des voyageurs, encore un peu. Facturation, c'est encore moi qui fais. Mais c'est la commercialisation qui est. La commercialisation qui m'intéresse. Une grosse valeur ajoutée. On a parlé du Riyad au Maroc. Est-ce que tu peux donner l'exemple où il y a des personnes qui faisaient par eux-mêmes la gestion de leur compte durée via les plateformes comparées, Airbnb, Booking, et qui n'arrivent pas nécessairement à optimiser ce coût de cette vente, où ils perdent un peu du chiffre d'affaires, où l'annonce n'est pas adaptée. Toute cette plus-value, tu peux un peu développer ce que tu fais. Je suis parti en vacances au Maroc avec un pote, et j'avais loué sur Airbnb, et l'expérience client a été à chier. On s'est perdu, l'adresse n'était pas bonne, les explications n'étaient pas bonnes, les photos n'étaient pas bonnes, le prix n'était pas bon, pas cher pour ce que c'était. Et on a, au Maroc, c'est super sympa, on a sympathisé, c'est un Français qui a ça. C'est un Marocain qui gère le fonds de commerce. Et en discutant, ils m'ont dit qu'est-ce que je fais, et je leur ai expliqué ce que je faisais, le chiffre d'affaires que j'avais, etc. Et on est resté en contact, je suis rentré, je leur ai dit comment faire, mais ils n'arrivaient pas, et ils m'ont dit est-ce que tu peux nous le faire? Je vais tester, opportunité, tu vois. Et en fait, j'ai repris la commercialisation, j'y suis retourné, j'ai refait les photos. J'ai implémenté un logiciel de pricing qui permet de gérer les prix en automatique selon l'offre et la demande, en faisant du benchmarking sur ce qui se fait, à quel prix et à quelle période. Et donc juste ça lui a permis de booster sa rentabilité, il est super content.
Et j'ai repris, j'ai refait une sorte d'audit. J'ai rencontré celui qui fait son site actuellement. Voilà, j'ai donné Et ça, ces types d'accompagnement, tu peux toujours encore les proposer dans ta... Je peux les proposer. Là, c'était une opportunité, je dirais, pour un ami. Mais s'il y a un client qui voudrait bénéficier de Là, je l'ai fait pour un client ici à Nevers. J'ai eu le même cas, on en a parlé, je ne vais pas dire son prénom. C'est quelqu'un qui a parlé de moi parce qu'il a lancé son truc lui-même sur Airbnb. Ça prenait pas à hauteur qu'il voulait. J'ai refait la même chose. Et là il est content. Il hésitait à revendre le bien parce que ça marchait pas. Et là il est content, il veut continuer. Quoi. Et tu continues à accueillir de nouveaux clients dans... Je peux, ouais. Si tu t'as ton bien en Airbnb, que tu trouves qu'il fonctionne pas bien, tu vas avoir des conseils, un accompagnement. Tu m'appelles. Oui, mais parce qu'effectivement, ça peut être c'est un peu double. Hein. Ouais, c'est des détails. Tu peux ne pas être rentable en Airbnb, puis avoir 2-3 stratégies de commercialisation, améliorer son offre. Derrière, on peut faire du x2. Donc, c'est hyper intéressant comme service que tu peux proposer à ce client-là. Et là, on va arriver là, là où tu veux focus, vraiment la partie conseil, accompagnement. Yes. Et ça, c'est le truc qui te motive en fait. Ouais, en fait, c'est mes premiers amours. Tu sais, quand j'ai lancé le courtage, entre créer sa boîte et être opérationnel en tant que courtier, ça met un certain temps. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre dans mes statuts aussi formateur à l'investissement immobilier. J'avais acheté mon immeuble, j'avais acheté différents biens immobiliers et je voulais montrer aux gens la magie de l'immobilier, quoi, tu vois. J'ai eu quelques clients, il manquait du savoir-faire, tu vois. Et entre-temps, j'étais opérationnel pour le courtage. J'ai dit, je mets de côté tout ce qui est accompagnement, formation, etc. Et là, vu que j'arrête le courtage, je me suis dit, soit j'arrête tes conseils, et tant pis, je me concentre sur la conciergerie, mais la conciergerie, elle est automatisée, j'ai beaucoup de temps, qu'est-ce que je vais faire, etc., etc., plein de questions. Et là, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui te motive? J'ai fait ce travail d'introspection. Et là, en même temps, j'ai eu la pub d'Alec Henry, 5 jours de challenge gratuit qu'il a fait, donc je me suis inscrit. J'ai fait ces 5 jours de challenge, et ce qui est ressorti, tu vois, ça va vraiment loin. J'ai noté tout ce que j'aimais, tout ce que j'aimais pas, etc. Et ce qui est ressorti, c'est accompagner les gens, être sur le terrain, leur montrer la pédagogie financière, l'immobilier locatif, l'immobilier en courte durée particulièrement. Et je me suis dit, je repars là-dedans. Par contre, je structure un maximum le truc. Donc j'ai pris sa formation à Alec Henry, qui est sur 9 mois, pour avoir toutes les techniques pour le processus de commercialisation, de comment de former, accompagner au mieux les gens qui me font confiance pour qu'ils fassent comme moi. Quoi. Ouais, donc là tu t'approches plus sur la formation, accompagnement, coaching, vraiment. C'est ça. Et faire en sorte que tu rentres vraiment dans une école, on va dire. Voilà, une sorte d'école, mais 2.0, c'est pas l'école comme à l'école. Oui. Je veux pas te courir derrière. Si t'es pas motivé, ne viens même pas vers moi. Je n'ai pas envie d'avoir 10 000 élèves, je veux peu d'élèves, mais motivés, pas des râleurs, pas des victimes, des gens qui se disent c'est bon, j'assume mes responsabilités, je passe à l'action, je mets la daronne à l'abri et j'investis en moi, tu vois. Ouais, parce que c'est vrai que les formations vidéo automatisées, avec du contenu, au bout de 3 heures on n'en peut plus, on a mal à la tête. Toi, vraiment, c'est l'accompagnement avec des cours hebdomadaires et pour vraiment qui progressent tout au long des mois, parce que c'est sur plusieurs mois que tu veux faire ça, vraiment comme une formation. C'est ça, une formation, et j'ai envie de voir la personne évoluer, et ensuite à la fin du cursus, qu'elle soit autonome, qu'elle soit investisseur, et qu'elle s'émancipe, quoi, tu vois. L'objectif primaire, déjà, c'est 6 ans d'investissement personnel et tout ce que j'ai ingurgité, que ce soit d'un point de vue formation. Après, j'apporterai plus que l'immobilier, mais ce sera des surprises. L'idée, c'est que tout ce que j'ai fait en 6 ans, sur une période assez courte, leur transmettre un maximum de valeur. Donc là, je suis en train de faire tout ce travail d'introspection. Je décortique tout ce que je sais faire, tout ce que je peux apporter. Et je suis en train de créer tout un processus, un cursus pour mes clients. D'accord. Et alors,
en quoi tu as un peu répondu à la question, mais en quoi tu te sens légitime pour faire ce métier-là? Bah après, je me suis rendu compte justement avec cet accompagnement que j'avais ce syndrome de l'imposteur et de l'objet brillant. Je fais plein de trucs sans consolider ce que je sais faire. Donc j'ai fait tout ce travail d'introspection et je me suis dit, mais mince alors, je sais faire plein de choses en fait. Ouais. Que ce soit sur l'immobilier, sur la finance, sur pas mal de choses. Et je me suis dit, comment aider les gens à être leur propre chef, leur propre conseiller, parce que le conseiller, c'est pas le payeur, et avec des mots simples, avec des méthodes simples, avec une stratégie prouvée que j'ai appliquée pour moi-même, comment je peux les éduquer. D'accord. Tu vois. Et après, le début du début, c'est l'audit, voir qui ils sont, leur vision, le mental, le mindset. Je leur mettrai à disposition mon livre, on prendra le temps sur ça. Et après, il y aura la période de passage à l'action. Je n'ai pas précisément le cursus, mais j'imagine une journée avec eux où eux, ils viennent une journée découverte pour qu'ils se rendent compte de l'univers que j'ai créé, qu'ils peuvent le faire. Et voilà, après les accompagner sur toutes leurs problématiques, que ce soit liées à l'immobilier, les finances, le crédit, les artisans, le notaire, le montage financier, etc. Et est-ce que toi, tu t'es donné, alors tu as cette partie-là de connaissance de 6 ans, tu as aussi le fait que tu es considéré par l'État comme un conseiller en investissement, parce que tu as la formation. J'ai l'agrément. Tu as l'agrément de AMF. AMF. Et donc, du coup, tu es hyper légitime d'un point de vue autant expérience que d'un point de vue de l'État pour pouvoir prodiguer ces genres de formations. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu vises avec. Parce que ces élèves, en termes de risque, qu'est-ce que tu vises en termes de réussite? La réussite, c'est l'idéal. Après, je ne sais pas, eux, quels seront leurs objectifs. Là, la dernière personne que j'ai eue, elle n'avait pas d'objectif clair. Je lui ai dit de déterminer son objectif précis pour qu'on puisse déterminer une stratégie, parce qu'il y a beaucoup de possibilités dans l'immobilier. Moi, j'imagine quelqu'un qui est salarié, qui est jeune, qui se lance dans la vie active, pourquoi pas héberger à titre gratuit, qui peut investir du temps et de l'argent dans son savoir. Et l'objectif serait de remplacer son salaire actuel par l'immobilier en location courte durée. Donc tu puisses atteindre l'équivalent de son salaire. Voilà, c'est ça. De son salaire en immobilier. Donc voilà. Ça, c'est l'objectif que tu souhaiterais. C'était mon objectif. Pour tes clients. Voilà, c'était mon objectif. Je l'ai atteint, donc je sais que c'est faisable. J'ai fait des erreurs, je suis passé par certains stades et j'ai vu où ça marche et comment le mettre en pratique. Et j'aimerais inculquer ça parce que moi, quand je me suis lancé dans l'investissement, mon objectif c'était de remplacer mon salaire et quitter le salariat. Après, les gens ne sont pas forcés de quitter le salariat, mais d'avoir ils peuvent faire ça en annexe. Ouais, après, voilà, c'est du temps, de l'investissement, des visites, de la négociation, des travaux, etc. Mais une fois que c'est fait, tranquille, c'est des revenus passifs, un peu de gestion. Et c'est magnifique, quoi. Alors, je vais te poser une question. Il te faut combien de temps ou combien de biens pour arriver à ce niveau-là alors, le salaire, le salaire médian, on est autour de 1800, 1900 euros. Combien de temps ou combien de biens il te faudrait pour arriver à ce stade-là? Après, aujourd'hui, tu as ce qu'on appelle les logements insolites. Les logements insolites, Love Room, Jungle Room, Harry Potter Room, Cinéma Room, ça booste un max la rentabilité. Ça, il y a moyen de sortir un SMIC par mois, tu vois. Après, il faut prendre un prêt avec une durée la plus longue possible pour avoir une mensualité la plus faible possible. Mon ancien stagiaire, lui, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a implémenté ici à Nevers et ça marche plutôt bien. Il a son SMIC en 2 nuits, il paye la mensualité de crédit et les charges. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Après, il y a les petits immeubles de rapport, comme moi j'ai, tu vois. Tu as 3, 4, 5, moi j'en ai 6. Tu mets en Airbnb, voilà, c'est bon, c'est validé, quoi. D'accord, ok. Voilà. Donc ça dépend de la stratégie et du bien que tu loues. Ouais. C'est entre un bien et plus parce que et 6 biens, ça dépend de l'exploitation du voilà, bien. Celui qui me dit moi je veux pas de location courte durée, je veux que de la location classique, ça va être plus un plus gros immeuble où la technique c'est faire plusieurs transactions en même temps. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Une banque A qui va financer un immeuble, une banque B, un deuxième immeuble, elles n'ont aucun lien entre elles et tu fais une cette stratégie, tu t'en prendras pendant les formations. Oui, voilà, mais à première vue, voilà, c'est ce qui peut être fait. Il y a pas mal de stratégies. Après, il
faut qu'on regarde leur taux d'endettement, leur salaire, leur temps, leur énergie, leurs connaissances. Ouais, et puis c'est les ressources aussi qu'ils ont en interne. C'est ça. Si par exemple ils rentrent sur la courte durée, est-ce qu'ils ont le temps pour pouvoir faire le ménage, après accueillir les clients? Je leur donne les astuces pour automatiser à 90%. Il faut quand même être sur son business et vérifier que tout fonctionne bien, mais voilà, il y a toujours cette automatisation qui est possible, il y a pas mal de techniques pour ça. Et donc ça prendrait combien de temps alors, entre 3 mois et 2 ans pour atteindre les objectifs? Peut-être ce que tu proposes, moi, ta proposition de valeur. Je vise du 9 mois. 9 mois, après ça peut être 12 jusqu'à 18 mois, parce que le plus dur ça va être trouver le bien qu'on cherche, quoi. Être le premier dessus. Moi l'immeuble j'étais le premier dessus, premier à faire la proposition, parce que je savais que c'était ce que je cherchais. Mon local commercial, je regarde tous les jours. Bref, on en a parlé du système d'activation réticulaire. Il faut savoir ce que tu cherches. Le focus, ouais. Après, voilà, t'en parles à tout le monde. Tu vas dans les agences immobilières, tu regardes les annonces, tu regardes les saisies immobilières. T'es focus et je te jure que tu vas le trouver ton bien. Après, plus ou moins tôt ou tard, mais au final, tu vas le trouver, quoi. Ok. Ouais. Ouais, donc en 12 mois, tu peux arriver à ces résultats. Tu peux arriver à ce résultat. Et toi, l'idée de ton accompagnement, c'est qu'il durerait à combien de temps? Jusqu'à que la mission soit accomplie, comme quand j'étais courtier, ma mission, j'étais payé quand le crédit était obtenu. Là, je serais payé dès le début, mais ce sera un accompagnement jusqu'à que... 12 mois, 9 mois. Ouais, voilà. Après, j'imagine un satisfait ou remboursé pendant 1 ou 2 mois, tu vois, pour jouer sur la confiance mutuelle. Donc après voilà, c'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant et du sans engagement, tu vois, au bout de 3 mois ils ne veulent plus, voilà, ils arrêtent l'accompagnement, quoi. Moi j'ai juste une objection qui pourrait venir aux clients. Vas-y. C'est maintenant les taux d'intérêt sont 4-5%, donc le coût d'emprunt a augmenté. Est-ce que c'est toujours d'actualité pour pouvoir faire de l'investissement rentable, peu importe la ville? Après ça je pense qu'il y a des stratégies en fonction d'où tu te situes dans le territoire. Est-ce que c'est toujours valable? Tu sais, moi, quand j'ai acheté mon immeuble, j'ai fait un crédit à 1%. Les mensualités sont de 1 000 euros pour 6 appartements. Après, j'ai refait un prêt pour faire les travaux. Je suis à peu près à 1 600 de mensualités, sans parler des charges à côté. Je suis à un peu plus de 2 000 de charges incompressibles. Aujourd'hui, cet immeuble-là, tu peux l'avoir, mais moins cher. Mais quand je fais le comparatif entre les taux d'aujourd'hui, mes mensualités sont... En fait, le cash flow est un peu plus bas, mais par rapport à ce que tu gagnes, ça reste quand même fortement intéressant. D'accord. Donc, tu auras peut-être besoin de faire une opération, voilà, ou peut-être dans quelques années, retomber sur ses pas parce que les taux d'intérêt vont baisser avec... Mais tu vas retomber sur tes pas. Là, je t'ai dit 2000 de charges. En un appartement et demi, tu rembourses ces charges, quoi. Parce que un logement, en moyenne, tu fais entre 1000 et 1005 par mois. Après, tu as toutes les charges, etc. Mais il y a moyen de sortir du 2000 balles net pour 2 appartements. Ouais, donc ça, c'est de l'exploitation courte durée, bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Après, j'ai 2 autres biens avec 400 euros de cash flow en automatique, en location classique. J'ai le local commercial où j'implémente... ma laverie, et le terrain, là je le vends, je ne vais pas sur la construction. Et tu sais à partir de quel moment tu vas créer ton école? À partir de comment pour ça se crée en Franchement, j'ai envie de prendre mon temps. Après, c'est pas forcément une école, je dirais un accompagnement. Ou un accompagnement, mais après... Là, je prends le temps de la formation que j'ai souscrit avec Alec Henry. Et dès que je me sentirai prêt, après, je prendrai quelques élèves pour pouvoir vraiment être focus sur eux. Je lancerai... les ouvertures en temps voulu, je ne me mets pas la pression, je ne suis pas pressé et on verra, je n'ai pas envie de donner de date, quoi. D'accord. Restez connectés. oui, après il y a le temps aussi que toi tu formalises bien et que aussi tes clients puissent trouver vraiment la meilleure plus-value possible pour cet accompagnement-là. Donc, et une expérience client top. De tester, de voir les étapes, à quel moment ça pouvait bloquer. Et voilà, ma vision c'est aussi de créer une synergie, une communauté, qu'on s'entraide. Après, des événements aussi, pourquoi pas. Ici à Nevers, avec mes logements, je les accompagnerai, ils viendraient, ils regarderaient. J'ai plein d'idées, c'est pas encore arrêté. Après, à voir à combien et comment. Et après, je lancerai en temps voulu, quoi. Là, j'ai la laverie à finaliser, la formation à faire. Et ça arrivera dans les semaines ou les mois à venir, quoi. Donc, TD conseils, là, c'est vraiment du conseil, quoi. Ah, du conseil. 100% conseil. Voilà, c'est ça, c'est de l'accompagnement. En fait, voilà, c'est tout ce que j'ai fait, je le conseille, quoi. C'est pas
le banquier qui te conseille un truc qu'il l'a jamais fait, quoi. Exactement. Tu vois. Il y en a beaucoup. Et du coup, est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui? Bon, rien de spécial, hein. Ouais. Abonnez-vous, likez, on met les liens en bas. Et Puis très intéressant, j'espère que les auditeurs auront apprécié ouais. tous les petits astuces qui ont été données par Delil. On voit son niveau d'expertise. Donc restez connectés et puis n'hésitez pas à visiter ses prochaines offres, son site internet et puis sur les réseaux sociaux. Ouais, Et avec plaisir. n'hésitez pas aussi à nous poser des questions. Ah bah oui, bah oui. Si vous posez des questions en commentaire, tu répondras, même des questions C'est des ça. questions techniques. Sur YouTube, sur les réseaux, j'ai tendance à tout regarder et à répondre. Soit par écrit, soit sous forme de vidéo. Ça me donne d'autres idées pour essayer d'optimiser la réponse et que tout le monde soit servi. D'accord. Merci à tous, merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Et merci à toi, Delil, pour merci cette interview. Idir, merci Karim. Merci. Vers la caméra et à très vite. À très vite, au revoir. Ciao.